Les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l'Iran tôt ce jeudi pour la deuxième journée consécutive. Ces attaques compliquent ainsi un peu plus la possible reprise des négociations. Les médias iraniens ont fait état d'explosions dans le sud du pays près du détroit d'Ormuz. La veille, Washington avait déjà bombardé la défense aérienne iranienne, des radars ainsi que d'autres sites dans cette même zone. L'Iran a répliqué aux attaques américaines en affirmant avoir touché 2 navires qui tentaient de passer par Ormuz, ajoutant avoir de nouveau fermé le passage à tout trafic naval. Une information démentie par le commandant central des États-Unis qui a affirmé que les navires commerciaux continuaient à passer. L'Iran a également lancé de nouvelles frappes sur Bahreïn, la Jordanie et le Koweït qui a fermé son espace aérien. Ces 3 pays sont des cibles stratégiques car ils accueillent tous des troupes américaines. Donald Trump a assuré que si l'Iran n'accepte pas les conditions américaines pour mettre fin à la guerre qui dure depuis 3 mois, les États-Unis poursuivraient leur campagne de bombardement et Téhéran paierait le prix fort. En début de semaine, il avait laissé entendre qu'un accord de paix pourrait être signé dans les jours à venir. Interviewé dans Europe Today, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, a estimé que la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran ne pourrait prendre fin que par une voie diplomatique. The Iranians don't care if their people are killed. They don't care if there is a real ceasefire because they've got now a very powerful government in Iran because there is no opposition at all. And because of the strike by the US in Iran is reinforcing the power in Tehran. Conclu en avril dernier avec la médiation du Pakistan, le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran a été violé par les 2 parties. Mercredi, Téhéran a mené des frappes contre des bases américaines en Jordanie et à Bahreïn. Un peu plus tôt, Washington avait visé l'Iran en riposte à l'abattage d'un hélicoptère américain. The declaration by the US of a ceasefire means that it's up to the US to decide if there is a breach or not, because there is no agreement with the Iranians. So we are no longer at war, we are not yet at peace, we are just in between, and each time there is a problem, of course, they use the force. L'Iran conditionne tout accord de paix à la fin des hostilités au Liban, mais alors que les autorités israéliennes et libanaises ont convenu d'un plan de cessez-le-feu prévoyant l'arrêt des tirs du Hezbollah, la milice chiite libanaise s'y est fortement opposée, réclamant le retrait des troupes israéliennes du Sud-Liban. La Bulgarie a annoncé qu'elle ne fournirait plus d'armes à l'Ukraine à partir des stocks de son armée. Le Premier ministre bulgare nouvellement élu, Rumen Radev, a appelé à la recherche d'une solution diplomatique pour mettre fin à la guerre. Cependant, Sofia devrait rester l'un des principaux fournisseurs de munitions destinées à Kiev. Rumen Radev a souligné que la nouvelle politique n'affecterait donc que les stocks d'armes et de munitions détenus par l'armée et le gouvernement, mais que les contrats avec le secteur privé resteraient ouverts. S'adressant aux journalistes avant une réunion du cabinet, le Premier ministre bulgare a déclaré que son pays avait déjà assez donné aux dépens de ses souffrances économiques, dans ce qu'il a décrit comme une guerre sanglante. Le dirigeant bulgare, qui est perçu comme un allié de la Russie, a appelé l'Europe à engager un dialogue direct avec Moscou, soulignant que c'était le seul moyen de mettre fin aux hostilités. Il a insisté sur le fait que la Russie et l'Ukraine sont engagées dans une guerre d'usure, ajoutant que peu importe la quantité d'armes envoyées, le seul coût est celui des vies humaines. Les propos du Premier ministre font écho à ceux du ministre de la Défense Dimitar Stoyanov, qui a déclaré que l'Ukraine et la Russie doivent s'asseoir à la table des négociations et parvenir à une paix juste qui réponde à leurs besoins respectifs. En France, visé par plusieurs plaintes de femmes l'accusant de violences sexuelles et mise en examen dans 4 affaires portant sur des faits présumés commis entre 2008 et 2019, Patrick Bruel est ressorti libre mais sous contrôle judiciaire à l'issue d'une garde à vue de 48 heures. Le chanteur a par ailleurs été placé sous le statut de témoin assisté dans 4 autres affaires. La mise en examen de M. Patrick Bruel était envisagée pour 9 cas. Sur ces 9 cas, les juges d'instruction ont décidé de notifier une mise en examen pour 4 d'entre eux. Pour 4 autres cas, les juges d'instruction ont décidé de faire bénéficier à M. Patrick Bruel du statut de témoin assisté. Et pour le dernier, la prescription a été constatée et n'a donc pas été examinée.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de Nanterre n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui avait demandé le placement de l'artiste en détention provisoire. Dans le cadre de son contrôle judiciaire, Patrick Bruel n'est pas autorisé à quitter le territoire français. Il lui est également interdit d'entrer en contact avec les plaignantes et leurs proches ou de se rendre à leur domicile ou encore de fréquenter des salons de massage. Il doit en outre justifier d'un suivi psychologique et verser une caution de 500 000 €. Le parquet dispose désormais d'un délai de 10 jours pour faire appel de cette décision. Icône de la chanson française, Patrick Bruel devait entamer une tournée de festival cet été avec près de 15 dates. Le chanteur a finalement annulé l'ensemble de ses concerts jusqu'en septembre prochain. L'arbitre de football somalien Omar Hartan est rentré dans son pays natal où il a reçu un accueil triomphal à Mogadiscio, la capitale. À quelques jours seulement du coup d'envoi de la Coupe du Monde, l'arbitre s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis malgré l'obtention d'un visa. Omar Hartan devait être le premier Somalien à arbitrer lors d'une Coupe du Monde. Nommé comme meilleur arbitre du continent africain en 2025, il a été retenu sur la liste finale de la FIFA pour le tournoi. Cependant, à l'aéroport international de Miami, son entrée sur le territoire a été refusée. Les douanes et la protection des frontières américaines justifient cette décision, sans donner plus de détails, par des problèmes liés à la vérification des antécédents. La décision des États-Unis de lui refuser l'entrée a suscité une vague de condamnations à travers le monde. Beaucoup remettent en question la capacité du pays à accueillir un événement international de cette ampleur. Des détracteurs accusent l'administration Trump de politiser le tournoi. Plusieurs cas de comportements jugés inappropriés à l'égard de ressortissants de certains pays ont été signalés. Un joueur de l'équipe nationale irakienne a été interrogé pendant 7 heures. Des visas ont été refusés à plus d'une douzaine de membres du personnel iranien. Et l'équipe sénégalaise a été soumise à une fouille corporelle à sa descente de l'avion. Malgré son retour en Somalie et sa déception, Omar Hartan reste optimiste. Face aux journalistes, il a promis de participer à la prochaine Coupe du Monde en 2030. Behind me is one of football's most iconic stadiums, and very soon it will once again be at the center of sporting history. Mexico City is set to host the opening match of the 2026 FIFA World Cup, making Estadio Azteca the first stadium to ever host 3 World Cup openers. Temporarily rebranded as Mexico City Stadium for the World Cup, the venue will host 5 matches during the tournament, including the opening game between Mexico and South Africa. This stadium has witnessed some of football's greatest moments. Pelé lifted the World Cup here in 1970. Mauricio Rocha Iturbide was in the stands at Estadio Azteca in 1986 when Diego Maradona produced one of the most memorable performances in World Cup history against England. When Maradona made these 2 beautiful goals, the goal that was going on all the fields, dribbling the people to have the goal, and then the other one that is more important, that is the goal of the hand of God. I can tell you that we were in the field, we never see the hand. I mean, he was very smart. For Mexican football fan Pablo Anguiano, the memories are more recent. He traveled to Qatar for the 2022 World Cup and witnessed Argentina's victory firsthand. It was amazing because I really enjoyed the city, and you can say that you have the most exciting final in the World Cup against Argentina and France. And now, after Qatar 2022, the World Cup is heading back to Mexico City. Last Saturday, thousands of football fans gathered in the capital to perform a massive human wave, hoping to set a new Guinness World Record. Outside the stadium, the countdown to 2026 is already taking shape. Bueno, es increíble porque, como dicen, la pelota vuelve a casa. El ambiente, como puedes ver, ya es impresionante. Entonces siento que en la inauguración, como los buenos mexicanos, va a estar más eufórico todo esto. Sí, muy emocionado. Otra vez, ya 3 mundiales. Y siendo anfitriones ahorita, pues mucha emoción. As the 39-day tournament kicks off across the United States, Canada, and Mexico, millions of fans are expected to travel between the 3 host nations. Adel Halim, Euronews, Mexico City. Et si les murs pouvaient encore parler?
Dans les Vosges alsaciennes, la cuisine de l'ancien camp de concentration nazi de Nassweiler-Struthof fait actuellement l'objet de fouilles archéologiques. Entre 1941 et 1944, 50 000 détenus furent contraints au travail forcé sur ce site. C'est dans cette longue baraque en bois, construite par des déportés, que les repas étaient préparés. Aujourd'hui, le bâtiment fait l'objet d'un travail d'étude et de restauration en vue d'une future ouverture au public. L'objectif, c'est que les visiteurs puissent rentrer dans ce bâtiment, découvrir son histoire et mieux appréhender la vie quotidienne, la survie quotidienne des déportés. Le bloc cuisine ayant été pillé après la guerre, il ne subsiste presque rien à l'intérieur. Parmi les quelques objets trouvés, une petite fiole en verre, quelques boutons et un peigne. Des documents d'archives ont par ailleurs révélé que des détenus auraient dissimulé des objets dans les murs. C'est possible que dans une pièce, derrière une des cloisons, on trouve des objets cachés. C'est un peu une des attentes du chantier et donc c'est à suivre dans les prochaines semaines. Les planches de bois qui constituent les murs du baraquement vont être minutieusement retirées et numérotées afin d'être restaurées. Elles seront ensuite réinsérées à leur emplacement d'origine. Aujourd'hui, avec la disparition des derniers témoins, des derniers déportés, c'est ces traces, ces lieux, les lieux de survie, les lieux où les déportés ont vécu, qui vont survivre à la disparition de ces personnes. Et c'est vraiment important aujourd'hui de conserver pour les générations futures, pour transmettre cette histoire auprès des générations futures. La restauration du site doit se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2027, avant sa réouverture au public en tant que lieu mémoriel.